Chers amis, bien le bonjour. La première chose, c'est que je vous propose qu'on prenne le temps de savourer le fait que les marchés sont sur les plus hauts ou pas loin des plus hauts. Et ça, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que si vous avez commencé à investir, si vous avez sauté le pas, eh bien, vous êtes en train de gagner de l'argent. Et si, comme moi, vous avez investi depuis déjà un certain temps, eh bien, vous pouvez commencer à vous retourner sur le chemin parcouru et voir que, effectivement, commencer à investir, ça a été une super idée. On va également assister à l'ouverture de Wall Street et je pense que ça va être assez spectaculaire aujourd'hui parce que de ce que j'en ai compris, les marchés se sont dit allez, ouais, vous avez vu, ça fait un petit bond là, on a plus de 1000 euros de plus-value aujourd'hui et vous avez vu les fois où j'étais en moins-value de plus de 1000 balles, je me suis forcé à faire des vidéos pour que vous voyez ce que c'est qu'un jour rouge. Aujourd'hui, c'est un jour vert et on en profite. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous parler justement des stratégies quand les marchés sont au plus haut. Et ce que je dirais, parce que ça c'est des choses qui viennent de l'expérience que je commence un petit peu à accumuler, vous savez que c'est la fonction de cette chaîne, de partager avec vous mon parcours dans l'investissement et ce que j'y apprends au fur et à mesure, c'est que la manière dont vous allez gérer les marchés hauts, ça dépend un petit peu d'où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur. Si vous êtes au début de votre parcours d'investisseur, vous avez intérêt à blinder votre position dans le Nasdaq et dans le SP500. C'est ça que vous devriez faire. Vous voyez, hein, j'ai une position qui est suffisamment grande dans le SP500 et dans le Nasdaq pour que quand on a comme ça des coups d'accélération du marché, j'en profite. Le marché m'embarque avec moi. Vous voyez que sur cet ETF du SP500 que j'ai pourtant beaucoup renforcé cette année, l'année dernière, je suis à plus de 20% de plus-value. Le Nasdaq, je viens d'ouvrir la position dedans et on est déjà en belle plus-value. J'ai mon indice du monde entier qui est un petit peu moins performant mais qui commence à avoir des performances intéressantes. Donc la première chose que vous devez faire dans votre parcours d'investissement, c'est de blinder vos ETF, votre ETF du SP500, votre ETF du Nasdaq, et c'est les meilleurs en fait. L'ETF du monde entier est plus rassurant parce que vous vous dites, le jour où les BRICS vont émerger, il faudra être exposé à ça. C'est pour ça que j'ai cette grosse position dans l'ETF du monde entier, mais le fait est que jusqu'à présent, c'est beaucoup moins performant que le SP500 qui lui-même est moins performant que le Nasdaq. Une fois qu'on a dit ça, et c'est-à-dire une fois que vous avez constitué des positions suffisamment importantes dans ces très beaux produits financiers, on peut commencer à réfléchir sur une manière peut-être un petit peu plus sélective d'investir. Voilà comment je vois les choses. La première chose, c'est que en fait, plus ça va, plus je me dis que cette idée, je vais faire du stock picking en essayant d'identifier des actions qui sont un petit peu décorrélées du marché parce qu'elles ont des performances un petit peu moins bonnes et donc si je rentre dedans maintenant, ça va me permettre d'avoir des gains plus intéressants puis je vais peut-être les choper avec un meilleur rendement. En fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut réserver le stock picking pour espérer battre le marché. Et comment on peut espérer battre le marché? Pas tellement en faisant des coups parce que vous pouvez très bien faire un stock picking désastreux en faisant un pari sur une entreprise qui est déclassée et qui l'est pour de bonnes raisons. Je dirais que la bonne manière de faire votre stock picking, c'est de viser les entreprises de qualité. Donc à savoir les entreprises qu'on a toujours l'impression d'acheter trop cher, c'est les Microsoft, c'est les Apple, c'est peut-être les Nvidia, c'est certainement les Visa, les Mastercard, etc. Je pense qu'il faut réserver le stock picking à ces entreprises d'hyper qualité. Moi je parle essentiellement des entreprises qui versent des dividendes, mais vous pourriez avoir une autre approche. Dans les entreprises d'hyper qualité, vous allez avoir des trucs comme Adobe, vous allez avoir des trucs comme Google évidemment, Amazon, pourquoi pas, Netflix, pourquoi pas. J'ai ouvert une position dans Meta, dans un autre portefeuille, ça c'est des choses dont on parle sur la page Patreon. Mais en tout cas voilà, quand les marchés sont au plus haut, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée de vous demander, tiens, quelles sont les entreprises qui sont déclassées par rapport au marché. Je pense en tout cas, c'est ce que je vais faire, qu'il faut réserver le stock picking aux meilleurs des meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? Eh bien, on peut faire ce que j'ai fait sous vos yeux il y a pas longtemps. Vous savez que j'ai mis récemment 1000 euros dans cet ETF à haut rendement, dans cet ETF à haut dividende. Et si vous voulez, quand je fais ça, j'ai un petit peu mauvaise conscience parce que je sais que c'est un ETF qui performe un petit peu moins bien, enfin pas un petit peu moins bien, même beaucoup moins bien que mes ETF du Nasdaq, que mes ETF du SP500. Mais ce que je sais également, c'est que je peux l'utiliser un petit peu comme un compte épargne, justement pour éviter d'être en cash. Vous savez, il y a certaines personnes, quand les marchés sont au plus haut, qui vont se dire, je me mets en
en cash, je garde une partie de mon portefeuille en cash et ça me permettra de déployer cette cartouche quand les marchés vont enfin baisser. Et plus ça va, plus je me dis que le cash, essayer comme ça de jouer contre le marché, c'est le meilleur moyen de se faire larguer et finalement d'être victime du FOMO et de se dire oulala, le marché a tellement décollé depuis que je me suis mis en cash que il faut que j'achète maintenant à n'importe quel prix et que je rentre maintenant à n'importe quel prix. Alors que quand vous décidez de mettre votre petite cartouche dans un ETF distribuant, je sais d'une part que j'ai pas acheté cet ETF trop cher parce que par définition c'est un ETF dont le cours est en léger faux plat montant, et je sais par ailleurs qu'à partir de maintenant je vais avoir plus de cash disponible qui va arriver régulièrement sur mon courtier, et ce cash je pourrais le réinvestir quand il y aura une baisse de marché. Et donc je ne parie pas sur une poche de cash pour jouer la baisse du marché, je parie sur le fait que mon portefeuille me dégage régulièrement du revenu et que ce revenu je pourrais le réemployer en cas de baisse de marché. Et c'est ça pour moi l'intérêt des ETF à dividendes, c'est que si vous employez cette stratégie avec des entreprises individuelles, par exemple vous vous dites, je sais pas moi, telle ou telle entreprise, telle foncière ou que sais-je est en ce moment tout à fait décotée, j'en profite pour avoir un bon rendement. Quand vous faites ça, vous pouvez vous retrouver dans une situation où non seulement votre capital s'amenuise parce que la société ne remonte jamais, mais en plus au bout d'un moment elle va couper le dividende. Alors que quand vous êtes dans un ETF à dividende, eh bien ce qui se passe c'est que si vous avez des entreprises qui se cassent la figure au sein de cet indice, elles sont remplacées par d'autres. Et donc vous avez à peu près la garantie d'avoir votre rendement croissant quand vous êtes dans un ETF à dividende. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je continuerai, même si je sais que c'est pas les investissements les plus optimales en termes de performance globale, ça me permet d'avoir ce flux continu de revenus que je pourrais réinvestir en cas de baisse du marché. Et puis pour moi, il y a une autre manière de générer du revenu avec votre portefeuille qui est une belle alternative au cash. Vous voyez les boîtes que j'ai en portefeuille, la ST Microelectronics, Total et Michelin, c'est des entreprises sur lesquelles je vends régulièrement des options. Que les marchés montent ou que les marchés baissent, ça me permet de dégager un revenu supplémentaire, ça me permet de dégager du cash supplémentaire. Vous l'avez vu dans ce mois de février 2024, les covered calls que j'ai vendus m'ont rapporté 288 €. Et si les marchés commencent à baisser très fort, j'aurai la possibilité comme ça de me déclencher un petit peu de cash et donc d'avoir à investir sans avoir dû mettre une partie de mon portefeuille en cash, parce que mettre une partie de votre portefeuille en cash, c'est vous exposer à vous faire larguer par le marché. Si vous voulez apprendre un petit peu comment fonctionnent les options, vous pouvez aller télécharger ces mini-guides sur la page Patreon, et sinon vous pouvez commencer à suivre la playlist qui s'appelle le challenge options sur cette chaîne. Je pense que c'est un levier de la liberté financière qui est important et intéressant à maîtriser. Donc pour résumer ce que je vous ai dit, comment on investit quand on est sur des plus hauts. Premièrement, je pense que c'est une mauvaise idée de mettre une partie de son portefeuille en cash parce qu'on peut se faire larguer. Deuxièmement, ça va dépendre de où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur. Si vous êtes au début de votre parcours d'investisseur, vous avez intérêt à blinder votre SP500, vous avez intérêt à blinder votre Nasdaq, même si vous avez l'impression de l'acheter trop cher. Dans 10 ans, vous vous direz, en fait, c'était une assez bonne idée d'avoir fait ça. J'ai toujours eu l'impression d'acheter le SP500 trop cher, et vous voyez que je suis à plus 21% de performance, alors même que j'ai continuellement racheté le SP500 trop cher. Ça veut dire que si ces 10 000 balles que j'ai dans le SP500, je les avais investis d'un coup au début de mon parcours d'investisseur, ma plus-value, j'aurais fait x2, parce que je me souviens que je crois que le SP500, il est aux alentours de 24, 25, 26, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à investir. Je l'ai continuellement racheté plus cher, mais même en le rachetant continuellement plus cher, vous voyez qu'avec le DCA, j'ai une belle performance dessus, donc le SP500 n'est pratiquement jamais trop cher. Donc si vous commencez à investir, c'est une très bonne idée de blinder votre position dans le SP500, dans le Nasdaq. Troisième point, c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de faire du stock picking en essayant d'identifier des entreprises un petit peu boiteuses comme ça qui sont mis de côté parce que vous pouvez faire des erreurs d'investissement, et vous feriez mieux de réserver votre stock picking à l'identification du top du top. Moi, ce que je fais, et je ne sais pas encore si c'est une bonne pratique, mais ça me semble raisonnable, c'est quand les marchés touchent les plus hauts, je vais mettre mon portefeuille un petit peu dans des livrets améliorés, à savoir des ETF à dividendes comme celui-là qui me verse du 6% de rendement par an avec en plus une petite appréciation du capital. Ça me permet d'avoir un flux continu d'argent que je pourrais réinvestir de façon stratégique s'il y a de belles opportunités de le faire. Et puis finalement, je me génère du cash avec les options. Ça demande certaines compétences, mais vous pourrez les acquérir assez
facilement. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien affilié, qui vous permettra de commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés. Prenez bien soin de vous et à très vite.